À partir du moment où un comportement, parce qu'on pourrait dire, c'est ça qui détermine le trouble du comportement alimentaire. À partir du moment où ça devient obsédant et c'est l'unique préoccupation. Si on passe plusieurs heures par jour à acheter, trier, sélectionner les repas, faire les repas, c'est là où ça devient pathologique puisque ça devient exclusif d'autres intérêts nécessaires dans la vie, c'est-à-dire développer des relations affectives, développer des intérêts professionnels ou un avenir professionnel. Si c'est uniquement obsession sur l'alimentation, la différence entre ce qu'on venait de dire sur l'obésité, l'anorexie, l'hyperphagie, c'est là, la nourriture est obsédante en quantité, ou pas assez, ou trop, et sur l'orthorexie, c'est la qualité. C'est-à-dire c'est un comportement névrotique centré sur la qualité. On est obsédé par la qualité des aliments, à tel point qu'on finit par être angoissé et par ne plus s'alimenter n'importe où. C'est-à-dire qu'on ne va plus manger ni au restaurant, ni chez ses voisins, ni chez ses amis, parce qu'on a peur de tomber sur une nourriture malsaine. Donc ça peut aussi, c'est-à-dire comment une bonne habitude, si ça vient en excès, c'est-à-dire avec ces dictats, je dirais, il faut manger, je ne sais plus, c'est 5 ou 7 aliments par jour, ou 7 légumes, je ne sais plus. Bref. Je crois que c'est 5 fruits et légumes par jour. Oui, mais à force de dictats comme ça, on fait déraper des habitudes. N'oublions pas que l'alimentation, ça doit rester un plaisir ensemble, un plaisir avec d'autres, pas, disons, il faut mieux, disons, pas un plaisir solitaire, un plaisir avec d'autres, et c'est le plaisir de la rencontre, le plaisir de la nourriture, le plaisir de découvrir différents aliments. Attention à une obsession centrée sur une problématique qui peut à ce moment-là devenir déviant et entraîner quoi? Des angoisses permanentes, des angoisses et des troubles, je vais appeler ça des tocs, des rituels pour rester dans la norme à tout prix. Et surtout ne pas s'écarter. Si on s'écarte de la norme, donc à ce moment-là, il va se passer quelque chose. On va être angoissé, donc trouble du sommeil, et puis à ce moment-là, c'est là où il peut y avoir d'autres troubles, disons, qui sont psychologiques. Il est à noter que c'est un des aspects très, très tristes du capitalisme, c'est que la façon de vendre un produit, c'est d'abord de générer l'angoisse chez le consommateur et d'offrir son produit, comme solution. Vous êtes laid, cette pilule vous rendra pas. C'est ça, et donc pour la nourriture, c'est la même chose. Il y a facilement une perversion de l'information qu'on veut. Bon, oui, c'est vrai, c'est bien de manger des légumes, c'est pas une bonne idée de manger uniquement du pain et de la viande, mais là, ça devient « Ah, est-ce que vous avez pris vos doses quotidiennes? Il y en a 2 dans ce petit tube. » Et c'est vraiment un moteur économique, hélas, et duquel on tend à dépendre. Et si je peux ajouter aussi, il y a aussi l'effet la satisfaction immédiate, c'est-à-dire des alimentations qui ne sont pas un mode de vie, mais qui sont plutôt on voit les magazines avant Noël, perdez du poids avant les fêtes, puis ensuite on a perdu du poids après les fêtes. Mais c'est toujours dans un court laps de temps, c'est toujours des habitudes à court terme, et puis bon, quand il y a la nouvelle mode, on peut changer de type d'alimentation. Avant, on mangeait que de la viande, après on va manger que des carottes, par exemple, donc que de l'huile d'olive, que des avocats. Il y a cette ruée-là aussi vers les produits miracles, mais c'est vraiment pour des résultats à court terme aussi, qui sont aussi très, très néfastes. Et tu parlais justement des magazines, mais il y a aussi tout ce qui est injonction paradoxale, c'est dans le même magazine féminin, à une page, on va te dire, perdez 20 kilos en faisant ça, en 6 mois, généralement c'est en 2 semaines, pardon. Et juste derrière, il y a, attention, pour garder votre homme, surtout, faites-lui des bons petits plats, et voici la recette du gâteau à 2 millions de calories. Donc c'est aussi quelque chose qui participe. Mais justement, on l'a dit, on a quasiment, beaucoup de gens, je ne vais pas dire tout le monde, mais beaucoup de gens se sont un jour posé la question de savoir comment perdre du poids. Pas tous, hein, mais voilà. Et je pense qu'il y a une chose qui nous percute quand on commence à se renseigner sur la question, c'est ok, là j'ai 250 millions de messages différents et de conseils qui m'arrivent. C'est-à-dire que on me conseille de manger 100 grammes
ou alors de manger bio, ou de manger au contraire un régime cétogène, c'est-à-dire sans glucides, ou alors il y a le régime paléo qui est lui par contre sans céréales, sans produits laitiers, ou encore manger végétarien, voire manger végétarien et cru. Certains vous diront que il faut jeûner, ça revient beaucoup à la mode. Ou alors il faut faire des cures de jus. Donc pendant 2 semaines, vous allez boire uniquement des jus différents. Ou alors il va falloir manger certains aliments à certaines périodes. Toutes ces consignes plus ou moins sensées du point de vue scientifique et médical, est-ce que ça contribue pas justement à faire aussi clairement monter le stress et puis à nous rendre chèvres pour parler Si, parce que, disons, en fait, les médias envahissent notre vie. C'est difficile aussi de ne pas écouter ce qui se passe. Et c'est pour ça que quand on arrive sur des troubles du comportement alimentaire, j'insiste, au niveau de la pathologie, c'est plurifactoriel. C'est-à-dire, il y a des facteurs environnementaux, comme les médias, mais il y a des facteurs psychologiques liés à des troubles de la personnalité, et puis il peut y avoir aussi des facteurs physiologiques. Donc il n'y a pas un seul coupable, j'insiste, ou bien souvent parce qu'on dit que dans le cadre de l'anorexie, 90% sont des femmes, et l'anorexie, c'est souvent le refus de son corps, le refus de son corps féminin. Donc, il faudrait aller chercher le coupable du côté de la mer, le refus d'une féminité. Et soit je m'inscris en faux. Quand il y a des troubles du comportement alimentaire, c'est plurifactoriel. C'est aussi bien des facteurs et physiologiques et environnementaux et des facteurs psychologiques avec des troubles de la personnalité chez des sujets qui se sentent fragiles émotionnellement, qui ont du mal à gérer leur stress, du mal aussi à assumer leurs choix. Et donc c'est aussi important de le dire parce que c'est quelque chose de beaucoup plus structuré que ça. Ça peut pas être seulement la lecture d'un magazine qui entraîne des troubles du comportement alimentaire. Et j'insiste parce qu'aujourd'hui, plus que des anorexies, on a ce qu'on appelle la boulimie anorexique. La boulimie. C'est-à-dire avec les crises de boulimie qui sont des crises quand même très très impressionnantes où les gens peuvent absorber des quantités de nourriture très importantes en un minimum de temps. Après, je dirais que c'est quasiment un champ de bataille autour d'eux, tellement ils ont avalé tout ce qui se passait, mais c'est des crises très impressionnantes qui après génèrent un sentiment de honte, de dégoût, de culpabilité et qui va entraîner des vomissements pour justement garder ce fameux poids. Donc aujourd'hui, on est plus dans ces anorexies boulimies, dans ces crises de vomissement qui sont extrêmement délétères parce que aussi entraînent des troubles métaboliques importants et puis une dénutrition importante. Oui, on parle aussi de régime et tout ça, de trucs miracles, mais je me demande si la médecine n'est pas aussi un peu complice de tout ça parce que tout à l'heure, je parlais des gens qui disent « Ah oui, tu as perdu du poids » sans vraiment poser de questions sur les causes. Les médecins vont parfois faire ça aussi. Je ne sais pas si vous avez déjà vu cette image-là qui circulait un peu sur Internet. C'est une femme qui arrive dans le cabinet du médecin qui dit « Ah, j'ai un malaise. » Et le médecin lui dit « Ah, mais il faut perdre du poids. » Et la dame a un poignard qui est en travers du corps. Alors, il n'a pas du tout vu le poignard, il a juste vu qu'elle devait perdre du poids. Alors, la médecine peut être aussi responsable de ça. Et moi, je suis aussi très préoccupée, sans faire de jugement, mais je suis préoccupée par rapport aux opérations bariatriques parce que c'est aussi prendre un corps qui, oui, est en surpoids, mais c'est intervenir, c'est le mutiler, c'est enlever un morceau en se disant c'est bon pour la personne, ça va lui faire perdre du poids. Et si vous connaissez des gens qui ont eu cette opération, c'est vrai que c'est très spectaculaire selon le type d'opération. Mais d'abord, ce n'est pas éternel. Il y a une reprise de poids un peu. Puis il y a aussi des soucis pour la santé. Ensuite, on n'a pas encore beaucoup vécu avec le vieillissement de ces opérations-là, mais on peut voir déjà maintenant qu'il y a des carences. Les gens absorbent moins les vitamines, le fer et tout ça. Alors je me dis, il faut vraiment... la médecine préfère mutiler un corps que de dire à la personne, mais oui, l'obésité peut être un problème, mais il y a aussi la sédentarité qui est le problème.
Et là, je vais parler plus longtemps parce que j'ai autre chose à rajouter à ce sujet-là, parce que la sédentarité vient parfois aussi du fait que l'activité physique est culpabilisée chez les personnes en surpoids aussi. Rappelez-vous de vos cours d'éducation physique où la personne qui est moins bonne dans les sports est celle dont on se moque, dont on n'a pas du tout envie d'avoir dans son équipe. Alors cette personne-là fait quoi? Ben, elle s'en va lire dans son coin et ne fait plus d'éducation physique, ne va plus à la piscine parce que, bon, alors, comme vous disiez, j'aime beaucoup que vous disiez ça, c'est multifactoriel, vraiment.